Faites entrer l'écriture, 27e épisode, les épreuves. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes début août. Nous sommes exactement au moment où je vous parle, le lundi 4 août 2025. Et au moment donc où je commence à prendre la parole, je viens d'envoyer un message à Actes Sud pour dire d'accord, signons le contrat pour bruit. Donc c'est un moment très important pour moi. J'ai demandé à ce que des choses soient précisées dans le contrat pour pouvoir continuer à faire vivre, si besoin, le site bruit expérimental que nous avions commencé à faire avec l'air nu et la marelle. Ça a été accepté. Bref, voilà, je vais bientôt recevoir, je pense, un logiciel de signature. Et donc, c'est bientôt 23 ans de réflexion, travail, non-travail, hésitation, je ne sais pas comment dire ça, 23 ans de vie à penser à bruit qui vont bientôt se clore. Alors quand je dis bientôt, c'est pas encore tout de suite, bien sûr, parce que j'attends les épreuves. Mais évidemment, quelque chose là va être acté dès cette signature. Le livre existera, que je disparaisse entre-temps ou non. Bon, normalement. Et ça a l'air d'être un peu bizarre de dire ça, mais je pense que quand on écrit, on a toujours peur de mourir avant la fin de son livre. C'est irrationnel, mais c'est comme ça. Bref, je voudrais faire un épisode, un de ces épisodes, vous savez, que je fais de temps en temps au long cours, où je prends du temps, je m'arrête et je reviens pour expliquer pas à pas ce qu'il se passe. Donc il se passe ce matin que je viens d'envoyer un mail pour dire d'accord. Il va se passer ensuite que je vais signer. Et puis ensuite, il va se passer un temps où il ne va rien se passer. Et puis, Claro va m'envoyer les épreuves, car le texte est parti à la composition. Et il est parti à la composition alors que je ne m'y attendais pas. Je pensais que Claro allait me répondre pour peut-être me refaire travailler encore des passages, mais ce n'est pas le cas. Il m'a dit non, le texte tient comme il est. Si on a des choses à changer, on les changera dans le texte composé. Et donc, la dernière fois que je vous ai parlé de bruit, c'était lorsque j'ai parlé d'envoyer son texte, son manuscrit en lecture. Et puis, nous sommes passés à autre chose, j'ai fait d'autres épisodes, j'ai interrogé des auteurs, et je n'ai pas raconté la suite. Donc ce matin, je vais rapidement raconter ce qui s'est passé entre ce moment où j'ai envoyé mon manuscrit en lecture et ce moment où je m'apprête à signer mon contrat. Pas de suspense, vous pouvez vous en douter, le manuscrit a été accepté, mais ça ne s'est pas fait si simplement que ça. J'ai donc envoyé ma version à Claro. Je savais qu'il me répondrait relativement vite, parce que c'est ce qu'il avait fait pour Musée Marilyn, et je savais qu'il attendait le texte, parce qu'il lui avait d'ores et déjà laissé une place dans le calendrier éditorial d'un culte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un culte ne fait paraître que 4 livres par an. Donc si moi j'en sors un, je truste un quart de la production, quoi. C'est dingue. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, bien sûr, mais bon, je bénéficie de cette confiance-là. Et en regard, moi, je lui fais aussi énormément confiance. Et comme j'ai beaucoup douté sur ce livre, que ça a été très très compliqué à faire, je l'ai raconté entre autres dans le syndrome de la page pourrie, je lui ai envoyé en ne sachant pas s'il allait tout valider. Ce que je me disais, c'est que je ne pensais pas qu'il allait dire non, mais qu'il était fort possible qu'il me demande de changer des choses. Et j'y étais un peu préparée, quoi. Et c'est en effet ce qui s'est produit. Mais ce qui s'est produit, c'est passé dans un cadre assez extraordinaire, parce que bruit, le point de départ de bruit, c'est mon emménagement dans cet appartement dont je vous parle, et que je vais devoir quitter, parce que mon bail n'est pas renouvelé, et j'ai appris le non-renouvellement de ce bail quasi en même temps que j'ai eu la réponse de Claro. Et en attendant cette réponse, je me souviens, je marchais dans mon appartement et j'étais en train de me dire
en passant devant une fenêtre qui était d'ailleurs fermée par des rideaux. Donc je ne voyais pas dehors, mais je savais qu'en face, il y avait l'élément déclencheur de mon livre, qui est la cité en face de laquelle j'ai vécu. Cité qui n'est pas du tout la même dans mon livre, hein, c'est vraiment une fiction, mais quand même, on a toujours des points de départ. Et je me disais, si ça se trouve, je ne serai plus dans cet appartement lorsque le livre paraîtra. Et en fait, à vous en parler là, je me rends compte que c'est même pas à ce moment-là que j'y ai pensé, c'est avant de savoir que le bail ne serait en effet pas renouvelé. Les locataires historiques là, de l'immeuble, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose parce que l'immeuble avait déjà été revendu 2 fois. On espérait que le bail serait renouvelé, on savait à quelle date la reconduction tacite aurait lieu, et j'étais dans cette attente lorsque j'ai envoyé mon manuscrit en lecture, donc j'étais dans une double attente, et quasi en même temps, à quelques jours près, mais vraiment quasi en même temps, j'ai à la fois reçu le passage d'un huissier et la réponse de Claro me disant qu'il y avait plein de choses qu'il aimait beaucoup, mais qu'il fallait que je change complètement ma fin. En gros, il a fallu que j'enlève 200 000 signes à mon livre et que je transforme ma fin, et ça a vraiment été de la dentelle, parce que si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que Bruit est construit sous une forme minutée, et que donc chaque fois que je transforme une minute de texte, ça transforme l'ensemble du processus quasiment. En tout cas, ça transforme au moins ce qui se passe dans l'heure dans laquelle la minute est présente. C'est un truc de dingue. Et donc ça m'a pris encore un temps infini, une énergie de folie quoi, pour transformer tout ça. Mais quand Claro m'a dit ça, on venait d'avoir une réunion avec les locataires pour parler de la situation. Et juste le lendemain matin, je vois son mail, quoi. Donc ça a été une sorte de double choc. Et j'ai réagi très vite en fait, en lui disant d'accord, mais voilà la situation dans laquelle je me trouve. J'ai besoin de me sentir soutenue dans cet effort. Ça a été tout à fait le cas. Il a vraiment été à l'écoute. Et j'ai fait ce que je faisais un peu dans le semainier, c'est-à-dire je lui écrivais un petit journal d'écriture personnelle à chaque fois que je faisais des transformations, non pas pour forcément lui raconter toutes les transformations, mais pour lui dire simplement où j'en étais. Et lui, il me répondait, soit en me disant 2-3 choses qui pour d'autres personnes peut-être n'auraient pas eu de sens, mais vraiment que moi je comprenais très bien. Et puis des encouragements, quoi. Donc il y a encore eu toute une phase qui était à la fois de retravail du texte, mêlée, tressée avec l'immense incertitude de savoir où j'allais vivre à présent, quoi. Autant dire que cette année 2025, pour l'instant, elle est très agitée. Et que là, au moment où j'écris, n'importe quoi, au moment où je parle, 4 août, qui est vraiment le creux absolu de la vague dans ce pays, où tout le monde est plus ou moins en vacances, etc., où tout est plus ou moins fermé, eh bien, intérieurement, il se passe des choses, et même extérieurement aussi, puisque les personnes avec lesquelles je communique avec Actes Sud ne sont pas en vacances non plus. Et donc, on n'est pas du tout dans un statu quo, on est dans quelque chose qui avance, qui bouge. D'ailleurs, je vais aller regarder l'objet du message que Claro m'a envoyé pour me dire que Bruit partait en composition. À l'instant, là, je vais regarder. Voilà, l'objet de son message, c'est « ça a commencé ». Ça a commencé, voilà. Ça y est, ça a commencé. Nous sommes le mardi 12 août. J'ai pris 4 jours de vacances et le premier jour, pendant que je montais dans le train, j'ai reçu les corrections et les remarques et les questions du lecteur-correcteur d'Actes Sud. Au moment où j'étais dans le train, quoi. Je n'avais pas pris mon ordinateur, et tant mieux, parce que du coup j'ai vraiment pu être en vacances. Je n'ai pas été tentée d'ouvrir le fichier. Mon éditeur m'a dit que j'avais le droit de répondre ce que je voulais. C'était moi l'auteur, en l'occurrence l'autrice. Ce qui veut donc dire qu'il y a des questions, des questionnements
qui ne sont pas simplement des répétitions, des tourneurs de phrases, je pense. Auparavant, que dire d'autre? Eh bien que je n'ai pas encore signé mon contrat parce que au moment où j'ai renvoyé un mail disant que j'étais d'accord, j'ai reçu un message automatique m'informant que la personne qui devait m'envoyer la signature était partie en congé. Donc je ne vais pas signer avant au moins le 25. Bon, ça ne change rien. Mais c'est un peu comique. Donc voilà, on est le mardi 12. Il faut absolument que je commence aujourd'hui à lire le document de Julien, donc le correcteur. Je crois que c'est la première fois que c'est un homme qui corrige un de mes textes. Il me semble. Donc il faut que je m'y mette parce que dans une semaine, on commencera les déambulations d'août de l'air nu et vraiment je serai prise à temps complet jusqu'au 30 et je serai certainement très fatiguée et ce d'autant plus que la canicule redoutée arrive. Bon, tout ça, c'est pas des conditions idéales, faut bien le dire, mais on va y aller. J'avoue que quelque chose m'inquiète un peu. Quand j'ai relu les épreuves corrigées de Saint-Germain-en-Laye, qui est paru en 2019, c'était en période de canicule et c'était tellement éprouvant, c'est le cas de le dire, ces épreuves, que j'essayais de me débattre et de sortir d'un burn-out dans lequel je me trouvais, et la chaleur plus cette difficulté émotionnelle immense, parce que quand on relit des épreuves, on a souvent l'impression qu'on est jugé, qu'on est remis en question, ça m'avait fait rechuter. Donc évidemment, je suis un peu inquiète. Bon, en même temps, là, je ne suis plus dans le burn-out, hein. Restons calmes. Mais il y a plus de 500 000 signes à relire. Il faut que je me remette donc à l'intérieur même de mon livre et de tout ce que j'ai traversé pour l'écrire. Je crois que ça va être un peu particulier et donc je me dis que peut-être ce podcast va m'aider en fait. Peut-être que j'interviendrai assez souvent pour dire où j'en suis et que ça sera comme une oreille, comme si vous étiez en train de prêter l'oreille à mes questionnements et que vous me souteniez, quoi. Voilà, on va imaginer ça. On est toujours mardi 12. Nous sommes en fin de matinée. J'ai commencé à relire les épreuves. Et je pense que ça va être très, très, très long. Mais peut-être que je me trompe. Pour Musée Marilyn, la lectrice-correctrice m'avait proposé qu'on fasse ça au téléphone, qu'on se mette toutes les deux face à la version corrigée et que je décide quasi en direct des changements. Parce qu'il y en avait beaucoup. Et il y en avait beaucoup parce que le texte est très gros. Donc c'est normal en fait, d'un point de vue statistique. C'était assez stressant, mais je crois que ça ne nous avait pris que 2 séances au téléphone, donc 2 jours. Là, j'ai reçu des corrections en version, j'allais dire papier, mais non. J'ai reçu un document, Word si on veut, et je dois commenter les commentaires. Et en fait, ce qui se passe au début des épreuves, toujours je pense, c'est que je commence par commenter beaucoup, par me justifier beaucoup, parce que en fait je réfléchis. Et j'aime ça, parce que je suis obligée de me poser des questions, etc. Mais évidemment, au fil du temps, après, ce n'est plus possible et je finis par juste valider ou pas les propositions. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. Ce matin, j'ai commencé par faire des explications, des commentaires explicatifs très longs. Mon traitement de texte a planté. J'ai beaucoup juré. J'ai vite recommencé à écrire ces mêmes commentaires pour ne pas les oublier. Et puis j'ai bien soigneusement tout enregistré. Et je m'aperçois que pour l'instant, il y a plutôt un plaisir, quoi, que je refuse la plupart des propositions, mais que je justifie ces refus, et que de les justifier me permet de réfléchir, et ça c'est bien. Mais évidemment, sur la longueur, ça va pas être possible. Simplement, je trouve que c'est intéressant de se dire ça. Et puis j'ai mis un petit mot
au correcteur pour lui expliquer ça, pour lui dire je commence toujours par commenter beaucoup, ne vous affolez pas, au bout d'un moment je vais juste écrire OK dans la marge. Voilà. On est en fin d'après-midi. J'ai passé à peu près toute la journée sur ce début de relecture, plus ou moins concentrée, plus ou moins aussi en train de gérer autre chose. Mais bref, j'en ai fait 1/10. Voilà. 1/10, ça veut dire que ça va me prendre 10 jours. Je sais pas. En tout cas, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai commencé par attaquer le truc en répondant aux questions du lecteur-correcteur, en les justifiant, en commentant beaucoup et en lui disant que c'était normal, qu'après j'irais plus vite. Et j'étais contente parce que j'avais l'impression que je faisais ça à la bonne distance, etc. Et puis, je sais pas, quelque chose s'est détraqué. Je me suis mis à perdre complètement cette distance, à ne plus comprendre ce que j'avais fait, alors que vraiment ce début de texte, je le connais absolument par cœur presque. Je me suis aperçue de quelque chose qui est assez classique chez moi, c'est-à-dire que quand je relis avant d'envoyer en lecture, j'ai tendance à ce moment-là à rajouter des choses un peu explicatives, parce que je pense que je suis trop elliptique, et c'est des choses que j'enlève ensuite au moment de la dernière relecture, parce qu'en fait c'est pas bien, et oui, et il faut en passer par tous ces stades, mais vraiment là j'ai beaucoup de mal à me réapproprier mon texte. J'ai l'impression que vraiment personne ne pourra le lire, qu'il est illisible, incompréhensible. C'est marrant parce qu'hier j'étais dans un train et puis j'ai écouté François Bon lire Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, qui est un livre que j'ai déjà lu plusieurs fois. Enfin, un texte, et qui me parle vraiment beaucoup. Donc là, Claro me dit « Mais non, c'est pas une torture, fais comme si c'était le texte de quelqu'un d'autre. » Mais c'est vraiment impossible. Ça ne peut pas être le texte de quelqu'un d'autre. Et en plus, j'ai beaucoup de boulot à faire par ailleurs. Je suis pressée par le temps, il fait chaud, j'ai mal à la tête. Bref, épreuve égale épreuve. Épreuve égale torture. Nous sommes le jeudi 14 août. J'ai passé la journée hier sur les épreuves de bruit. Je vais essayer de résumer un peu ce qui s'est passé. Donc, juste avant, j'ai vraiment eu un moment de panique. Et je me disais, en fait, je regardais mon texte, ce début que j'ai écrit des milliards de fois, que je n'étais pas en train de relire in extenso. Je regardais simplement les remarques du lecteur-correcteur. Mais tout à coup, je l'ai vu autrement et je me suis dit, mais pourquoi je n'arrive pas à écrire normalement, entre guillemets, normalement, c'est ça qui est venu. Alors pourquoi j'ai pensé ça ? Je pense que c'est parce que en ce moment en particulier, je lis des femmes françaises qui ont à peu près mon âge, de ma génération, et qui ont une écriture de facture, disons, classique, quoi. Et donc tout à coup me sautait aux yeux le fait que je n'écris pas de façon classique. En tout cas pas celui-là, pas à bruit. Et donc je me disais, oui, j'avais une sorte de panique, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible d'écrire comme ça, personne ne va jamais lire ce livre, il n'aura aucun lecteur, ce livre est incompréhensible, etc. J'étais vraiment très très stressée. Hier, je l'ai rouvert assez tôt le matin. Avant de réfléchir, en fait, j'ai rouvert le document. Et ce qui m'a un peu délivrée, c'était de remonter en arrière dans les commentaires, parce qu'en fait, le lecteur-correcteur fait des commentaires dans la marge, et moi, je réponds aux commentaires. Donc, je n'interviens pas dans le corps du texte. Donc, j'ai remonté les commentaires précédents, et j'ai juste marqué, en gros, sur une question que je me posais, à revoir, quoi. En gros, pour moi, à revoir. C'est-à-dire que je me suis donné l'autorisation de continuer à lire les épreuves, les corrections, répondre aux questions, en me disant j'ai encore le droit
de refaire une deuxième relecture aux endroits où, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Bon, ça m'a un peu soulagée. Et donc, je m'y suis remise, et là, j'en suis presque à la moitié maintenant. Donc, ça a bien avancé, parce qu'au début, à la fin de la journée, j'en étais à 1/10. Donc, j'en suis pas encore tout à fait à la moitié, mais disons que ça a quand même progressé. Je me remets progressivement à l'intérieur de ce texte qui est en effet bizarre et en effet exigeant. Et en même temps, Claro m'a demandé d'écrire une note d'intention. Donc il faut aussi que j'écrive un texte sur le texte, un texte de facture plus classique évidemment. Il ne s'agit pas de mimer ce que j'ai écrit dans Bruit, qui raconte pourquoi je l'ai écrit, dans quelles circonstances et tout ça. En fait, ça, a priori, c'est très facile pour moi à faire parce que ça fait des années que je m'explique ce projet. Mais simplement, je ne vais pas le faire tout de suite, même s'il faut que dans quelques jours, dans 4 jours, j'ai écrit cette note d'intention. Parce que je voudrais rester à l'intérieur de ma propre langue, disons, dans cette relecture. Donc voilà où nous en sommes. J'ai toujours l'impression que je vais me retrouver face à des questions du lecteur-correcteur qui seront insolubles, que des problèmes énormes vont arriver et m'obliger, je ne sais pas, à retravailler des choses vraiment en profondeur, à restructurer la fin du texte, etc. En fait, j'ai peur de ça, parce que je n'ai pas la même distance que j'ai vis-à-vis du début. N'empêche que c'est cette distance vis-à-vis du début qui m'a pétrifiée les premiers jours. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle en fait. Et que la lecture, le texte, mon regard, tout ça c'est de la matière vivante. À un instant T, les choses s'alignent ou se rencontrent, mais pas tout le temps. Et tout comme je sais très bien qu'on n'est jamais le lecteur extérieur de son propre texte, même si c'est ce que mon éditeur m'a demandé. Il m'a dit mais t'as pas à te torturer, ne relis pas tout, ne réponds qu'aux questions, comme si ce n'était pas ton texte à toi. Je sais bien d'une part que ce n'est pas possible, et qu'il le sait, et d'autre part, en fait, bien sûr que si, je relis tout, en fait. D'ailleurs, j'ai trouvé même 2 coquilles que le correcteur n'avait pas vues. Donc voilà où nous en sommes. Ce qui n'est pas facile, c'est que je travaille pour l'ERNU en même temps, que demain c'est un jour férié, je ne vais pas pouvoir travailler, qu'il y a la canicule. Donc il y a un peu beaucoup de choses qui se liguent contre moi. Mais bon, ça progresse. Nous sommes maintenant le lundi 18 août, début d'après-midi. Je viens d'envoyer à mon éditeur la note d'intention qu'il m'a demandée à propos de Bruit. Une note d'intention, qu'est-ce que c'est ? Environ 1500 signes, j'en ai mis 1007, j'espère que ça ira, pour dire quelque chose de son propre livre, pour peut-être en raconter un peu la genèse ou les intentions. Ça m'était impossible d'écrire cette note d'intention avant d'avoir terminé la relecture des épreuves. Donc j'ai terminé ce matin, mais spoiler, je n'ai pas terminé. Enfin, j'ai terminé la première relecture, mais je m'en suis prévu une deuxième dans la foulée. Ce que je vais raconter là, aujourd'hui, à la suite. Mais bref, ayant terminé cette première relecture, ayant considéré que la fin du livre me convenait, j'ai pu réussir à changer de ton, à prendre une certaine distance pour écrire cette note. J'ai envoyé ça à mon éditeur en lui précisant que j'avais fini de relire les épreuves, mais que j'avais trouvé environ, j'ai appelé ça des nœuds narratifs, une dizaine de nœuds narratifs qu'il fallait retravailler. Alors c'est quoi un nœud narratif ? C'est dans mon esprit un endroit où ça se grippe, où quelque chose n'avance plus dans la lecture, parce que c'est soit trop ambigu, soit trop compliqué, soit inutile. Et je pense que les 3 vont ensemble. Et il me semble, là où j'en suis, que je n'ai plus qu'à revenir froidement dessus et à simplifier ce qui est pour l'instant trop compliqué. Simplifier ce qui est trop compliqué, c'est quelque chose que j'ai fait dans Lier les lieux, élargir l'espace, grâce à Thierry Baudin-Hulin, d'ailleurs. Donc il y a des choses que je n'ai pas réussi à expliquer,
parce qu'elle m'était à moi-même trop compliquée et que j'ai abandonné. Mais en fait, ce n'était pas grave. En vue du résultat final, en fait, aucun lecteur ne sait que j'avais cette intention d'expliquer quelque chose de si compliqué. Donc ça n'a pas d'importance. Là, je pense qu'on est un peu dans le même ordre d'idées. Il y a des personnages qui ont des réactions un peu inexplicables, et même si ce sont des personnages qui sont dans une forme de délire, il faut que le lecteur, la lectrice, puisse avoir l'impression d'y comprendre quelque chose, ou en tout cas balaye ce texte-là du regard pour passer à une suite qui est plus claire, sans que ça ne le bloque, ne le freine. Moi-même, dans ces moments-là, quand j'étais bloquée, freinée, ces jours derniers, il y a des moments où je me suis un peu désespérée. Je me suis dit, mais personne ne lira jamais ce livre, quoi. Il est trop bizarre. Alors oui, il est bizarre, et il va le rester. Mais il faut que dans cette bizarrerie, j'arrive à faire percevoir une logique pour qu'on puisse aller jusqu'au bout du livre, la fin n'étant, elle, pas bizarre. Nous sommes le dimanche 24 août. J'ai passé toute la semaine, jusqu'à hier compris, à travailler pour le projet de l'ERNU par la Paris. Super projet, humainement, c'est génial. C'est énormément de boulot, mais vraiment un bonheur total. Je ferai un épisode, au moins un là-dessus, c'est sûr. Par contre, évidemment, bruit, les épreuves, tout ça, j'ai mis ça de côté. En fait, avant d'entamer cette semaine intense, j'avais réussi à tout relire et j'avais dans ma tête mis de côté une dizaine de points sur lesquels je voulais revenir. En fait, il y en a 15. Donc là, ce dimanche, j'ai décidé de m'y attaquer. Je crois qu'il m'en reste, je vais aller regarder, mais je crois qu'il m'en reste presque 10. Je vais regarder en même temps que j'enregistre, on va voir. Donc, j'ai créé un dossier, un fichier qui s'appelle « À retravailler encore ». Au secours. Et il me reste des minutes, en fait, à retravailler. Il y a eu des fois où c'était pas grand-chose, hein, des choix, par exemple. Est-ce que cette expression bizarre que j'ai forgée au début, je la garde, ou comme elle est là au début, est-ce que je ne vais pas la supprimer parce que une bizarrerie comme ça dès la première page, ça risque d'arrêter le lecteur. C'est ce genre de choses, vraiment, c'est des décisions qu'on prend à la toute fin, quoi. Et puis, y a ça, puis il y a aussi un travail plus profond que j'ai encore à faire sur certaines minutes où j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce que je raconte et où moi-même je ne suis pas très au clair sur ce que font les personnages à ce moment-là. Donc, il me reste combien de minutes ? Une sur laquelle je suis en train de retravailler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en reste 9. 9 sur... j'ai dit au libraire dans la note d'intention que j'en avais fait à peu près 900. Je crois que c'est faux, c'est plutôt... je sais pas combien. 800 et des brouettes. Bon. Mais enfin, c'est beaucoup plus que 9. J'ai vraiment, en fait, un travail de dentelle à finir de faire. Mais c'est un travail absolument essentiel parce qu'il n'est pas question de lâcher quoi que ce soit. J'ai tellement bossé sur ce manuscrit et il est tellement étrange et tellement... il risque tellement de ne pas trouver son lectorat, comme on dit, justement à cause de cette étrangeté, qu'il faut vraiment que je sois au clair avec tout ce qu'il y a dans le livre. Donc voilà où j'en suis. Nous sommes donc un dimanche. On est encore en août, donc je n'ai toujours pas repris le semainier, le journal d'écriture. Je suis vraiment focalisée sur certaines choses et pas d'autres. Le lecteur-correcteur d'Actes Sud m'a dit OK pour rendre le fichier début septembre. Mais voilà, j'aimerais bien avoir fini avant en fait. Voilà. Voilà où nous en sommes. Et je vois que la dernière minute que j'ai à faire, j'ai noté à revoir que vient faire cette paranoïa. Donc je dois avoir un personnage paranoïaque et qui a dû être paranoïaque dans une première version, puis là ça fonctionne plus. Voilà, c'est ce genre de choses en fait qu'il faut que je refasse. Voilà.
À plus tard. Nous sommes mardi 26 août, un peu avant midi, et j'ai terminé de relire les épreuves corrigées hier soir, contre toute attente, puisque je ne pensais pas travailler pendant que je menais le projet de l'ERNU. Mais j'ai reçu un SMS de mon éditeur me disant que dans moins d'un mois, j'allais me retrouver face aux représentants d'Actes Sud, et puis ça m'a paniqué et ça m'a forcé, quoi. Ça m'a boosté, ça m'a obligé à faire des choix. Et donc à terminer de m'occuper des 15 points, parce qu'en fait il y en avait 15 points que je voulais arriver à résoudre avant d'envoyer des épreuves corrigées au correcteur pour qu'il me renvoie un deuxième jeu. Je ne le renvoie pas tout de suite à l'instant parce que par ailleurs, j'ai demandé à mon médecin, de jeter un coup d'œil à 3 paragraphes où il est question de médecine pour voir si ce n'est pas trop délirant ce que je raconte. On s'en fiche un peu parce que Bruit est tout sauf un livre réaliste. Mais quand même, je veux bien savoir si j'ai dit une bêtise ou pas. Dans le document envoyé au correcteur, il y a aussi une liste longue comme le bras de remerciements et j'ai absolument peur d'avoir oublié des gens. Mais en 23 ans, forcément, j'en ai oublié. Et puis la liste de mes derniers livres parus, je le rajoute parce que pour moi c'est très important qu'on trouve ma biblio à la fin de chaque livre ou presque, parce que mes livres sont difficiles à trouver. C'est pas comme si j'avais toujours eu le même éditeur, quoi. Il y a plein de livres qui sont épuisés, ont disparu. Moi, j'ai besoin de voir les titres de ces livres encore vivants, d'une certaine façon, imprimés sur ce dernier ouvrage. Donc voilà, maintenant j'attends la réponse de mon médecin. J'envoie tout au lecteur-correcteur d'Actes Sud et à mon éditeur. Et ensuite, j'ai plus qu'à attendre les propositions de couverture, je pense. Bon, tout est toujours amendable, améliorable, vraiment. Je m'en suis encore aperçue hier. Il y a encore des choses que j'ai corrigées dans des paragraphes que personne n'avait pointé du doigt, ni le correcteur, ni l'éditeur, ni moi. Et donc, je pense que nécessairement, dans ce livre, il y a encore des phrases que je pourrais retravailler, mais il y a un moment, il faut dire stop, quoi. Et j'en terminerai peut-être pour dire que je suis allée contre ce que je raconte parfois en atelier d'écriture. Je dis parfois que quand une phrase vous résiste, même quand on la trouve bizarre, si elle continue de résister, il faut la garder. Et en fait, là, elle n'a pas dû... J'avais inventé une expression qui n'a pas dû résister suffisamment. Elle a résisté pendant des années. Et puis, je l'ai supprimée finalement. Parce que, simplement, le lecteur-correcteur ne la comprenait pas. Et comme elle est située vraiment au tout début du livre, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment indispensable de freiner la lecture de la lectrice ou du lecteur tout de suite? Et j'ai pensé que non. Et jusqu'au bout, l'écriture, quand même, c'est ça. Des choix, des choix, des choix. Des prises de tête sur des virgules, etc. Des choix énormes au début, et puis plus on relit, plus on retravaille, moins on se rappelle qu'on a beaucoup travaillé. On le sent, c'est dense, ça forme des couches épaisses dans l'inconscient. On sait bien qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a été au-delà de ses limites, ou en tout cas qu'on les a touchées du doigt, qu'on est allé absolument au bout. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est du presque rien. C'est incroyable, ça. Ça m'a fait ça pendant cette relecture. Tout d'un coup, ça s'effondrait, il fallait ressortir la tête hors de l'eau. C'est vraiment des péripéties sans arrêt, l'écriture, quoi. Voilà, je vais terminer là-dessus. Quand cet épisode sortira, je serai à Arles, donc chez Actes Sud, en train de parler de Bruit aux représentants.
Et donc, la vie extérieure du livre sera en train de commencer. Et bien sûr, je vous raconterai ça aussi. À bientôt. Au revoir. Nous sommes le 27 août 2025. Il est 9h09 du soir. Et c'est peut-être une bonne heure pour annoncer la fin de Bruit en ce qui me concerne. À peu près, disons. J'ai envoyé la relecture des épreuves corrigées ce matin. Et j'ai aussi signé mon contrat à Cacte Sud, parce qu'en fait, depuis tout ce temps du podcast, je ne l'avais pas signé, car la personne était en vacances. Donc ça y est, c'est signé, c'est envoyé. Je vais attendre un deuxième jeu d'épreuves, et puis évidemment maintenant j'attends surtout la couverture du livre avec impatience. Mais on va dire que c'est fini. Et il se trouve que ça coïncide probablement avec la fin de ma vie dans cet immeuble d'où je vous parle. Je ne suis pas sûre que le prochain épisode de Faites entrer l'écriture sera enregistré ici. Peut-être qu'entre-temps j'aurai déjà déménagé. C'est assez étonnant de se dire ça, de se dire que ce livre qui est né de la difficulté à vivre ici se termine précisément au moment où je pars. Et on ne peut pas dire que ce soit pas étonnant, puisque il ne s'agit pas d'y être resté 2 ans ou 6 ans. Non. 23 ans. 23 ans à penser, puis à écrire ce livre, tout en écrivant, je sais plus, 18, 19 autres. 23 ans à élever quelqu'un à qui ce livre est dédié. Et donc 23 ans à tenter d'apprivoiser un lieu qui a ou qui n'a pas voulu de moi, voulu de nous. En tout cas, qui aura été transformé dans ma tête par l'écriture.